Bonjour et bienvenue sur le podcast Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Dans cette série de podcasts, l'objectif est de vous aider à avancer plus sereinement sur des sujets structurants de la vie de freelance, avec des repères clairs, concrets et applicables, sans injonction ni vocabulaire tarabiscoté. Je suis Alix de Bandapart. À travers des formats d'accompagnement et des outils pratiques, je démystifie la micro-entreprise et fournis aux freelances les clés pour structurer leur activité en toute confiance. Dans ce deuxième épisode, on va s'attaquer à une question qui revient très souvent chez les freelances et qui divise pas mal. Faut-il vraiment choisir une niche pour réussir ? Si cette question vous traverse régulièrement l'esprit, vous n'êtes clairement pas seul. C'est un sujet qui génère beaucoup d'injonctions. D'un côté, celles et ceux qui affirment qu'il faut absolument se nicher, être ultra spécifique sous peine de disparaître dans la masse. De l'autre, celles et ceux qui défendent une approche plus généraliste, plus ouverte, au nom de la liberté et de la diversité de vos projets. Et quand on est en train de construire son activité, ces discours peuvent vite devenir paralysants. À mon sens, le problème n'est pas tant la niche en elle-même que la manière dont on pose la question. Parce que derrière, faut-il choisir une niche ? Il y a surtout une interrogation plus large sur le positionnement, la lisibilité de l'offre et la façon dont on se rend identifiable de manière professionnelle sans se restreindre ni se diluer. Mais qu'appelle-t-on réellement une niche ? Avant de trancher, encore faut-il être d'accord sur les mots. Une niche, ce n'est pas forcément un micro-marché ultra fermé. Ce n'est pas non plus une étiquette définitive qu'on se colle pour les 10 prochaines années. Une niche, c'est avant tout un segment clair, un type de client avec des besoins spécifiques et des problématiques identifiées que vous comprenez bien. Quand on pense niche, on pense souvent à travers le prisme client. Mais la niche peut être définie par un secteur, par un type de mission, par un problème récurrent que vous savez résoudre ou même par une manière de travailler. Le piège, c'est de croire qu'une niche doit être minuscule pour être pertinente. En réalité, ce qui compte, c'est qu'elle soit lisible et cohérente avec votre expertise. Autrement dit, qu'elle fasse sens pour vous, mais aussi et surtout pour la personne qui vous découvre. La vraie question à se poser, ce n'est donc pas « est-ce que ma niche est assez pointue ?», mais « est-ce que quelqu'un comprend clairement pourquoi il ferait appel à moi plutôt qu'à un autre et est-ce pertinent ?» Voyons maintenant pourquoi la spécialisation peut être un vrai levier. Il y a une raison pour laquelle la spécialisation est autant mise en avant. Une niche bien définie facilite énormément la compréhension de votre offre. Quand votre positionnement est clair, vous êtes facilement identifiable. Les prospects comprennent rapidement ce que vous faites, pour qui et dans quel cadre. Cela renforce la crédibilité, réduit les frictions commerciales et permet souvent de mieux valoriser votre expertise, y compris en termes de tarification. Très concrètement, c'est aussi utile car cela évite d'avoir à se justifier à chaque prise de contact. Prenons un exemple. Quand un graphiste freelance se présente en disant « je fais du branding » ou « je crée des identités visuelles pour les entrepreneurs ». Premièrement, il ne se différencie pas. En France, des milliers de graphistes utilisent exactement ces formulations. Pour un client, cela ne permet pas de comprendre ce qui le distingue des autres. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Quels sont ses projets types ? Est-il vraiment pertinent ? Et surtout, qu'apporte-t-il de spécifique, à la fois dans son approche, son expérience, ses méthodes, etc. Deuxièmement, en face, le client n'a aucune image précise. Il ne sait pas quel est son périmètre d'expertise, il n'a pas les clés de lecture pour savoir si ce graphiste est qualifié pour son besoin à lui, à ce stade précis de son projet. Résultat, la discussion démarre un petit peu sur un flou. Le client doit poser une série de questions pour comprendre le périmètre, et le freelance passe du temps à expliquer ce qu'il fait, à préciser, à ajuster. Au final, on ne parle pas encore du projet, mais plutôt de la définition de l'offre. A l'inverse, une formulation plus précise ne sert pas à en dire plus, mais à dire mieux. Elle permet au client de se situer immédiatement. Est-ce que je suis concerné ou pas ? Est-ce que ce prestataire pourrait être la bonne personne pour moi, pour mon projet ? Préférez un positionnement avec un angle clair, des mots simples et concrets, qui mettent en avant votre pourquoi ou votre approche. Concrètement, plutôt que de dire « je fais du branding », il est préférable de dire par exemple « je conçois des identités visuelles et des supports de communication pour des structures culturelles qui veulent gagner en lisibilité ». Ou alors « je crée des univers graphiques pour des projets éducatifs afin de rendre les contenus clairs et accessibles ». Alors oui, c'est plus long, mais là on rentre vraiment dans un niveau de compréhension de votre périmètre. D'un côté, on va avoir un graphiste qui s'adresse principalement à des structures culturelles et dont l'objectif est de les aider à gagner en lisibilité. D'un autre côté, nous avons un profil qui crée des univers graphiques certes, mais pour des projets éducatifs, avec une portée sur l'accessibilité. Ce sont deux profils avec un même intitulé, mais qui vont avoir deux approches très distinctes.
Autre point important sur ce sujet du positionnement, la spécialisation permet aussi de gagner en efficacité. Travailler sur des problématiques similaires, avec des clients qui se ressemblent, permet d'affiner ses méthodes, ses process et d'éviter de repartir de zéro à chaque mission. Mais, et c'est important de le dire, la spécialisation n'est pertinente que si elle repose sur une vraie demande, sur un terrain que vous avez envie d'explorer sur la durée et bien évidemment sur une expertise fine. Se nicher uniquement parce que c'est ce qu'il faut faire peut vite devenir frustrant ou même contre-productif. À long terme, ce décalage finit souvent par se ressentir dans la motivation et dans la relation client. Adoptons maintenant la posture inverse et demandons-nous pourquoi rester généraliste peut aussi être un choix stratégique. Rester généraliste n'est pas une erreur en soi. Dans certains contextes, ça peut même être un vrai atout. Une approche plus généraliste permet souvent plus de flexibilité, notamment dans les premières années d'activité. Elle offre la possibilité de tester différents types de missions, de clients, de secteurs et d'observer ce qui fonctionne réellement sur le terrain. C'est souvent grâce à cette phase d'exploration que se dessinent plus tard les premières briques d'un positionnement plus affirmé. Être généraliste peut aussi permettre de mieux absorber les variations du marché. Quand un secteur ralentit, un autre peut prendre le relais. Cette capacité d'adaptation est précieuse, surtout dans un environnement économique mouvant. Le risque en revanche, c'est de devenir flou. Quand on fait un peu de tout, sans axe clair, il devient plus difficile de se différencier, de valoriser son expertise et de construire une communication cohérente. Là encore, ce n'est pas le fait d'être généraliste qui pose problème, mais c'est l'absence de cap. Des formulations comme « j'aide les entrepreneurs à se développer » ou alors « je propose des solutions sur mesure » parlent à tout le monde et donc à personne. Et ce flou finit souvent par retomber sur vous, dans vos échanges commerciaux ou vos prises de décision. Il faut donc savoir jauger et trouver le bon équilibre. Alors, niche ou généraliste, comment sortir de cette opposition binaire ? À mon sens, l'erreur la plus fréquente consiste à opposer frontalement niche et généraliste, comme s'il fallait absolument choisir un camp. En réalité, beaucoup de freelances construisent des positionnements un peu hybrides. On peut être généraliste dans ses compétences tout en affichant un axe fort. On peut aussi se spécialiser progressivement en laissant le terrain et l'expérience guider les choix plutôt que de figer une niche trop tôt. Une approche intéressante consiste à se poser quelques questions simples mais structurantes. Sur quel type de mission êtes-vous le plus à l'aise ? Quel client vous sollicite le plus naturellement ? Où avez-vous déjà créé le plus de valeur ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de développer demain, pas seulement ce qui fonctionne aujourd'hui ? Ces questions-là, je les vois souvent faire basculer la réflexion chez les indépendants. La niche n'est alors plus une contrainte, mais un outil au service de votre stratégie. Pour conclure, choisir une niche n'est ni une obligation, ni une garantie de réussite. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un positionnement clair, lisible et assumé. Que vous soyez spécialiste, généraliste ou quelque part entre les deux, l'enjeu reste le même. Permettre à vos clients de comprendre rapidement ce que vous apportez, dans quel cadre et pourquoi votre expertise mérite d'être sollicitée par eux. Plutôt que de chercher la bonne réponse universelle, je vous invite à vous poser cette question-là. Est-ce que mon positionnement actuel me permet d'attirer les bons clients, de travailler dans de bonnes conditions et de construire une activité viable et durable sur le long terme pour moi ? Dans les prochains épisodes, on continuera à creuser ces sujets, notamment la partie tarification et la structuration de l'offre, pour vous aider à aligner positionnement, valeur et réalité terrain. À très vite!